Salut les amis, on se retrouve pour ce deuxième point politique de l'année 2019. Je veux commencer par avoir une pensée pour les 4 victimes de l'explosion qui a eu lieu à Paris samedi matin. Parmi ces 4 victimes, 2 pompiers de 27 et 28 ans qui ont perdu la vie. C'était une fuite de gaz et ça a fait de gros dégâts, vous l'avez vu. Et en plus de ces 4 victimes, il y a de nombreux blessés, dont certains se battent encore dans un état critique à l'heure où l'on se parle. Donc je voulais d'abord avoir une pensée pour eux, pour leurs proches, et bien évidemment saluer l'honneur de ces pompiers qui, pour sauver des vies, ont sacrifié la leur. Ensuite, samedi, il y a eu une nouvelle journée de mobilisation, comme vous l'avez vu, des Gilets jaunes, avec l'acte 9, et oui, déjà l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, on commentait les propos du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui avait dit, je crois, la veille ou l'avant-veille de la manifestation, dans une interview qu'il a accordée aux médias bruts sur un live Facebook, que finalement, comme on savait qu'il allait y avoir des violences, eh bien, toutes celles et ceux qui s'apprêtaient à aller manifester dans les villes où il y aurait des violences, finalement, étaient complices d'une manière ou d'une autre de ces violences. C'est des propos qui ne sont pas acceptables parce qu'on a dit 1000 fois que la violence n'est pas représentative de ce mouvement et que la grande masse des Gilets jaunes et des Français qui décident de passer d'un soutien passif à un soutien actif aux Gilets jaunes le font tout à fait pacifiquement. D'ailleurs, vous avez vu sur ce point que mon collègue Hugo Bernalicis entend porter plainte contre M. Castaner, puisque M. Castaner n'a pas à dissuader ou à empêcher de manifester. Son rôle de ministre de l'Intérieur, c'est bien évidemment de faire en sorte que soient réunies les conditions pour les Françaises, les Français qui le décident, de l'exercice de leur droit fondamental à manifester. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, leur rôle, c'est précisément de faire en sorte que le droit de manifester puisse s'accomplir correctement. Voilà d'abord et avant tout le rôle de l'organisation de l'État et de la sécurité sur le territoire, notamment lorsqu'il y a des manifestations. Bon. Cela dit, on a bien vu que l'acte 9 a été plus calme que précédemment, et d'abord pour une raison de mon point de vue, c'est qu'il a été beaucoup plus nombreux. On a vu ce samedi pour l'acte 9 un regain de mobilisation. Partout les images ont été extrêmement impressionnantes. Ici à Lille où je me trouvais, je crois pouvoir dire qu'il s'agissait de la plus grande mobilisation, la plus grande manifestation depuis le tout début du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit bien que finalement, la trêve des confiseurs étant passée et le mouvement ayant réussi à passer cette étape, eh bien, il y a un regain de mobilisation face au gouvernement qui n'entend pas raison et qui veut absolument maintenir son cap alors que les revendications soutenues majoritairement par les Français nécessitent qu'il en termine avec ce cap libéral qui ne pourra pas être continué. Donc on a vu des mobilisations importantes ce samedi et d'ailleurs j'observe une chose, c'est que généralement quand il y a un peu moins de manifestants tout de suite, à la seconde, vous avez toutes sortes de commentateurs qui s'empressent de parler d'essoufflement. Par contre, quand on a un regain de mobilisation, tout de suite, c'est beaucoup plus relativisé. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que le comptage que produit chaque semaine le service public, notamment Radio France, qui font un comptage, vous savez, un comptage indépendant. Donc vous devez vous souvenir que dans les semaines précédentes, et notamment sur d'autres manifestations, je pense par exemple aux manifestations qu'il y avait eu sur d'autres thèmes avant les Gilets jaunes, souvent on disait que ce comptage faisait référence, et vous vous souvenez qu'il était bien mis en avant. Là, étonnamment, il n'a pas été trop mis en avant cette semaine, alors que le service qui compte à Radio France a compté près du double de manifestants au niveau national, comparativement à l'acte 8 de la semaine précédente, puisque lors de l'acte 8, ils avaient annoncé, je crois, 50 000, et là, ils ont annoncé 93 000 manifestants. Ça fait donc presque le double de manifestants pour cet acte 9. Donc il y a un regain de mobilisation, et je salue le fait que ce regain de mobilisation s'accompagne de mobilisation plus pacifique. Et je crois que c'est vraiment là la bonne formule, et je forme le vœu que dans les prochaines semaines, parce qu'on va en reparler, il y aura des actes suivants des Gilets jaunes, je forme le vœu vraiment que toutes celles et ceux qui les soutiennent ou qui soutiennent leurs revendications, et je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, eh bien décident, y compris pour avoir un rapport de force favorable face au gouvernement, de participer par leur nombre à ces manifestations et ainsi de faire en sorte justement qu'on ait d'abord et avant tout de beaux rassemblements pacifiques qui se passent dans le calme. Je dois dire d'ailleurs que
il n'est pas acceptable de voir ce que l'on a vu en marge d'une manifestation ce week-end, à savoir le passage à tabac d'un journaliste, parce que c'est très grave. On peut et on doit critiquer de manière constructive le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes par les journalistes. On doit d'ailleurs, et c'est le cas à la France Insoumise, avoir une critique politique constructive du fonctionnement des médias dans notre pays, de l'hyperconcentration médiatique, du fait qu'effectivement on peut passer beaucoup d'heures à montrer des 3 poubelles brûlées alors qu'à côté vous avez de belles manifestations qui se passent tranquillement. On peut avoir cette critique, je pense même qu'on doit l'avoir, puisque le moment des Gilets jaunes, c'est un moment où toutes et tous nous sommes remis en question dans nos fonctions. À la fois bien sûr nous en tant que politiques, mais aussi, je pense, les médias dans leur travail. Ça doit nous interroger et cette interrogation est salutaire. Mais il n'est pas acceptable que l'on s'en prenne physiquement à des personnes. Je le dis fermement. Ça n'est pas tolérable qu'on s'en prenne à des journalistes. Et d'ailleurs, j'observe que lorsqu'il y a eu ce passage à tabac, on entend d'ailleurs sur la vidéo qui a servi de témoignage beaucoup de gilets jaunes qui appellent les quelques-uns qui ont décidé de frapper ce journaliste au sol à arrêter parce que ça n'est pas supportable. Donc on voit bien que même le mouvement des gilets jaunes n'est pas en accord avec ces pratiques. Après, c'est sûr que dans les semaines à venir, je vois qu'il y a le souci de trouver des formes de mobilisation qui puissent être novatrices aussi, à la fois paisibles et novatrices. Par exemple, on voit dans plusieurs villes s'organiser l'idée de chaînes humaines à travers une ville, et où finalement, plutôt que d'avoir un cortège qui ferait bloc et qui partirait en manifestation, eh bien, depuis le point de départ, le cortège se déploie en chaîne humaine où tout le monde se donne la main, ce qui permet de se donner à voir aussi. Puis c'est une forme d'action qui permet peut-être, sans doute, à celles et ceux qui ne sont pas habitués à la manifestation de se dire, eh bien, moi aussi, après tout, je suis d'accord avec eux, j'ai envie d'y participer. Et on pourrait voir que spontanément, des gens qui n'avaient peut-être pas prévu de participer à la mobilisation, en voyant cette chaîne humaine, aient envie d'y aller aussi et d'y participer spontanément, directement, lorsqu'ils la verront se faire sous leurs yeux. Bref, je suis absolument confiant dans la capacité des Gilets jaunes à trouver dans les semaines à venir des formes d'action qui permettent d'instaurer un rapport de force favorable avec le gouvernement et qui empêchent d'utiliser la violence comme un prétexte pour empêcher les gens de manifester. Voilà. Donc cet acte 9 est une réussite. J'attends de voir avec impatience ce que va donner l'acte 10 prévu la semaine prochaine. Parce que, je vous le dis, il y aura un acte 10 et je pense qu'au vu de la réponse du gouvernement, on peut prévoir qu'il y aura vraisemblablement un acte 11, un acte 12, un acte 13, un acte 14, peut-être un acte 15 et pourquoi pas davantage encore. Parce que vous avez vu comment Emmanuel Macron maintenant entend répondre aux Gilets jaunes. Hier soir, vers 21h, nous avons eu connaissance de sa fameuse lettre aux Français, une lettre de 5 pages tout de même, faut se les farcir, qu'il a envoyée voilà, aux Français. Alors cette lettre, il pose un peu le cadre du débat qu'il entend ouvrir cette semaine, mais une fois de plus, il pose d'innombrables questions, d'ailleurs des questions souvent orientées de telle manière qu'on comprend bien derrière quelle est la réponse qu'il préfère lui, mais surtout une nouvelle fois, dans cette lettre aux Français, Emmanuel Macron confirme qu'il n'entend pas changer de cap politique. Il le dit, d'ailleurs sur quelques revendications principales des Gilets jaunes, je pense en particulier au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, sans le nommer, Emmanuel Macron dit clairement « nous ne reviendrons pas sur les choix budgétaires et fiscaux qui permettent de faire en sorte de favoriser l'investissement, blabla ». Bon, tout ça, vous le connaissez très bien. C'est-à-dire qu'il reconfirme dans son courrier qu'on ne changera pas de cap. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il organise les conditions que tout le monde parle et que ça discute partout dans le pays. Mais pour ce qui est de la prise de décision à l'issue de ce débat, on n'a pas l'ombre d'un mot dans cette lettre. Tout juste, il nous dit « je tirerai les conclusions de la discussion ». C'est-à-dire, en gros, parlez autant que vous voulez, mais à la fin, c'est quand même moi et moi tout seul, Jupiter, qui décidera de ce qu'on en fera. Et puis, sachez-le, je vous préviens d'entrer dans la lettre, on ne changera rien. Eh bien, moi, je vous le dis, Emmanuel Macron a en fait seul, sans que personne ne vienne l'aider au départ, s'aborder son grand débat. Et il l'a fait dès le 31 décembre, lorsqu'il a présenté ses vœux, puisque déjà, il disait aux Françaises et aux Français mobilisés contre lui et sa politique, on ne changera pas le cap, parce que nous avons été élus. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron rappelle dans son courrier qu'il a été élu sur un projet et que donc il entend mener jusqu'à son terme ce projet. Il se trompe, Emmanuel Macron, il n'a pas été élu sur un projet. Emmanuel Macron, il a été élu sur un rejet, sur le rejet d'abord et avant tout
de Marine Le Pen. Et beaucoup de gens, vous le savez, ont glissé le bulletin de vote Macron dans l'urne, ni par enthousiasme pour lui ou son programme, mais pour empêcher Marine Le Pen et son projet étriqué et rabougri d'arriver au pouvoir en France. Donc Emmanuel Macron n'a pas de base sociale profonde dans ce pays, favorable à la politique libérale qu'il continue de dérouler avec toutes les conséquences que l'on voit depuis 18 mois. Or, il agit comme si c'était le cas. Et il veut maintenir son cap. Emmanuel Macron ne se rend pas compte qu'il a perdu le match. Et par ce courrier, il informe les Français qu'il entend jouer les prolongations et remettre des décisions à plus tard. Je dis qu'il a perdu le match, pourquoi? Bien sûr, il y a les mobilisations des Gilets jaunes qui se poursuivent depuis maintenant près de 10 semaines, mais il y a aussi un soutien extrêmement majoritaire dans le pays à leurs principales revendications, par-delà le soutien majoritaire au mouvement. Vous savez qu'à cette heure, une majorité de Français, toujours, soutient le mouvement des Gilets jaunes, une majorité de Français, toujours, souhaite que ce mouvement se poursuive. Et une écrasante majorité de Français, 80%, pour ne prendre que cet exemple, souhaite l'instauration du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de proposer ou d'abroger une loi, ainsi que le souhaitent les Gilets jaunes, ainsi que certaines formations politiques l'avaient déjà proposé. C'est le cas de la France Insoumise et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale, après avoir, depuis la mi-décembre, recueilli plus de 800 contributions sur la plateforme, puisqu'on voulait nécessairement que cette proposition de loi puisse être établie avec vous toutes et tous qui souhaitez y participer et qui réclamiez ce référendum d'initiative citoyenne. Et puis sur l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont 77% des Français, si on en croit les enquêtes d'opinion, qui sont favorables à son rétablissement et qui disent en substance à Emmanuel Macron « Oui, monsieur Macron, il est temps que les riches soient solidaires ». Et Emmanuel Macron adresse à ces Français une fin de non-recevoir. Par conséquent, traduisons cette lettre. Elle fait 5 pages. Je vous invite à économiser votre temps précieux, à ne pas vous perdre dans ce mauvais tract extrêmement long. Et pour cela, je vous la résume en quelques mots. Emmanuel Macron vous dit la chose suivante. Mes chers compatriotes, parlez beaucoup. Parlez de tout, parlez longtemps, le plus longtemps possible, de manière à ce que je puisse gagner du temps, mais à la fin, on ne changera rien. Voilà ce que dit en substance la lettre proposée par Emmanuel Macron. Donc ce grand débat est mort-né et Emmanuel Macron en a créé lui-même les conditions, avec ensuite le renfort par exemple de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui a dit sur les ondes la semaine dernière, effectivement, on pourra parler de tout, on veut que ce soit très ouvert, il n'y a pas de questions qui seront empêchées, mais on ne changera pas le cap et les principaux choix du gouvernement. Donc ça a le mérite d'être clair. Emmanuel Macron entend occuper le pays pendant 3 mois supplémentaires, espérant que ces 3 mois vont permettre de faire en sorte que la mobilisation des Gilets jaunes diminue. Manque de peau pour lui, précisément au moment où il choisit cette stratégie du pourrissement, on voit que la mobilisation se poursuit et grandit. Donc Emmanuel Macron, là, nous fait à toutes et tous perdre un temps considérable. Et on voit qu'une grande majorité de Français n'ont pas l'intention d'apporter le moindre crédit que ce soit à cette mascarade de grands débats qui n'aboutira à rien de l'aveu même du président de la République. Voilà ce qu'il faut dire. Donc voilà l'analyse que nous faisons de ce moment. Et puis, je vous le dis tout net, je pense que à l'heure qu'il est, les Français qui sont mobilisés ou ceux qui les soutiennent ne demandent plus à être simplement écoutés. Ils demandent à pouvoir décider, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et Emmanuel Macron, lui, nous refait le coup de la méthode des grandes concertations, comme il l'avait fait avec les syndicats. Vous vous souvenez par exemple que pendant les 18 premiers mois de son quinquennat, je me souviens moi de la loi travail, les ordonnances travail, tout de suite, d'entrée de jeu, Emmanuel Macron nous avait vendu la grande concertation. Vous savez, c'est de l'artifice de communication. On va beaucoup discuter, c'est concerté, et ça légitime ensuite mon projet de loi. La vérité, vous le savez comme moi, c'est que la feuille de route d'Emmanuel Macron avant la grande concertation, elle n'était pas changée du tout après la grande concertation. Tant et si bien que certains syndicats, et notamment la CFE-CGC, sortaient de ce type de grande concertation en disant « oui, nous sommes poliment reçus ». Cordialement écoutés, mais nous ne sommes absolument pas entendus. Voilà la stratégie de Macron, comme pour tout. Donner à voir, faire de l'artifice de communication, et puis derrière, politiquement, c'est quand même toujours le fait du monarque présidentiel, fût-il complètement isolé, qui choisit seul la ligne politique que le pays applique. Donc moi je vous le dis, un grand débat peut être souhaitable, si tant est qu'il puisse véritablement changer en profondeur les choses, et pas juste quelques petites choses. Donc pour qu'un débat soit conséquent, il faut qu'il soit constituant. Et quand les Gilets jaunes réclament une assemblée citoyenne qui aura à redéfinir
les règles institutionnelles, eh bien oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Si l'on convoque une assemblée constituante, on repartira là pour le coup d'une véritable page neuve et l'on pourra avoir un débat qui sera constructif, pas un débat dans le vent, un débat important qui peut prendre un certain temps, mais qui permet de redéfinir collectivement la règle du jeu. L'assemblée constituante serait une assemblée composée de citoyennes et citoyens qui n'auraient pas été élus dans le cadre des précédentes institutions et qui ne seraient pas élus dans le cadre des institutions à venir, de manière à éviter tout type de conflit d'intérêts, et qui, pendant un certain temps, une partie serait tirée au sort, peut-être une autre partie serait élue, il faut qu'on puisse définir les règles de cela, aurait à redéfinir les règles collectives du pays. Et je ne vois pas d'autre solution pour permettre de faire en sorte que de nouveau nous fassions peuple et que les Françaises, les Français croient en leurs institutions et confiance en la politique de ce pays. Il est plus que temps, parce que sinon on voit que la situation peut s'enliser. C'est d'ailleurs la représentation politique elle-même qui est mise en cause. Donc un grand débat uniquement s'il est constituant. Sinon, je vous le dis, il n'a aucun intérêt, absolument aucun. Et à mesure que les semaines passent, qu'Emmanuel Macron essaye toujours de garder prise sur une situation qui lui échappe, je crois que la dissolution de l'Assemblée nationale est de plus en plus inéluctable. Soit Emmanuel Macron cède sur un certain nombre de revendications, soit il n'a pas le choix que de revenir au vote et de le faire en procédant à la dissolution de l'Assemblée, ce qui permettrait à minima de trancher par le vote la situation que nous connaissons. Voilà sur le moment que nous vivons et qui se poursuit de mobilisation dans notre pays. Ensuite, je vous parle, puisque nous sommes arrivés maintenant en 2019, je vous parle brièvement des élections européennes. Vous savez que l'année 2019 est une année électorale et quoi qu'il en soit de ce que fera Emmanuel Macron, dans quelques mois, le 26 mai 2019, le pays pourra voter. Et c'est important parce qu'on voit bien, si Emmanuel Macron continue dans la trajectoire dans laquelle il est actuellement, c'est clair que l'élection européenne du 26 mai, bien évidemment, il faut qu'on puisse parler de l'Union européenne, de la critique des traités que nous faisons, qui empêchent de faire autre chose que cette politique absurde, et nous avons des propositions là-dessus, puisque la France Insoumise a déjà un programme, je crois que c'est la seule force politique à l'heure qu'il est, qui a déjà son programme qui est prêt et qui non seulement le distribue, le diffuse en porte-à-porte. Donc le programme de la France Insoumise, vous pouvez déjà le commander pour les élections européennes et il est aussi consultable directement en ligne. Et je le disais, les militants de la France Insoumise sont déjà en campagne avec ce petit tract qui résume nos principales propositions emblématiques sur la question européenne, notamment en matière d'évasion fiscale, en matière d'écologie, et y compris sur la question des traités et de la mise en cause du fonctionnement du Parlement européen tel que c'est le cas aujourd'hui. Et puis on a une belle liste qui est représentative véritablement de la population française. Je vous invite à découvrir tout ça. Nous sommes clairement la force politique la plus avancée pour répondre à la question qui sera posée au moment des élections européennes. Mais si le moment que nous vivons se poursuit, ce que je crois, le principal ressort de la mobilisation pour les élections européennes, c'est clair, ça va être le référendum anti-Macron. Les gens vont vouloir aller voter pour dire à Macron maintenant, ça suffit, du balai. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que finalement, quel que soit le ressort du vote, que les gens votent pour signifier ce qu'ils pensent, leur diagnostic, leurs propositions sur la question européenne, ou qu'ils votent pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, de toute façon, vous avez déjà expliqué ça, c'est du pareil au même dans la mesure où la politique d'Emmanuel Macron ici en France est largement traduite des directives européennes de Bruxelles et de celles et ceux, notamment M. Juncker, qui disent qu'il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens. Donc, le 26 mai 2019, en toute hypothèse et quelle que soit la raison pour laquelle vous vous déplacerez, vous êtes invité à vous déplacer pour aller voter. Et je crois que nous devons, dès maintenant, signifier à Emmanuel Macron qu'il va prendre une raclée démocratique le 26 mai 2019. Et plus que de le signifier, cette raclée démocratique, nous devons nous charger de lui organiser. Donc il y a du travail. Il faut aller partout au porte-à-porte. Il faut convaincre ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, tout le monde, d'abord et avant tout d'aller voter. Avant même de savoir pour qui, d'abord aller voter. Bien évidemment, moi je vous le dis, la liste de la France Insoumise est la plus à même de répondre à l'exigence du moment. Et pour aller voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Et vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour le faire. Par conséquent, il reste un peu plus de 2 mois et demi, pour s'inscrire sur les listes électorales. Il faut le faire. Vous pouvez le faire directement en ligne, vous pouvez le faire en vous déplaçant dans vos mairies, mais si nous parvenons à faire en sorte
qu'il y ait un afflux d'inscriptions sur les listes électorales, je vous prie de croire que ça va donner l'ambiance de travail à Emmanuel Macron. S'il voit que les gens s'inscrivent sur les listes, alors que c'est un scrutin qui généralement ne reçoit pas beaucoup de participation, il y a beaucoup d'abstention, si on signifie qu'on s'inscrit en nombre sur les listes électorales, on prévient Emmanuel Macron de ce qu'il attend au mois de mai 2019. C'est la première étape des élections européennes, faire en sorte que les gens participent et ne se détournent pas de ce scrutin essentiel. Donc pour ça, jusqu'au 31 mars, inscription sur les listes dans vos mairies et sur Internet. Bon, pour terminer, je vous parle de la presse que nous avons eu le plaisir de lire ce dimanche, avec le journal du dimanche, qui faisait une une avec un Jean-Luc Mélenchon dans la pénombre et qui titrait « Mélenchon, la dérive qui inquiète ». Alors on se pose la question de savoir de quoi on parle. Sur la une, on comprend l'intention du journal, hein. Une nouvelle charge contre Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que dans la période c'est tout à fait novateur, mais surtout on se pose la question de quelle dérive d'abord, et puis qui inquiète qui. Parce qu'on voit bien qu'il y en a un qui dérive, c'est Emmanuel Macron, ça oui, et puis en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, les seuls que cela inquiète, c'est le pouvoir directement. Alors à l'intérieur, on a 3 pages d'articles du JDD consacrés à Jean-Luc Mélenchon qui enfoncent des portes ouvertes finalement. Il n'y a absolument rien en fait dans ces 3 pages. S'il fallait résumer la teneur des articles, en gros ce qui est reproché à Jean-Luc Mélenchon dans ces 3 pages, eh bien, c'est de soutenir les Gilets jaunes, non seulement, mais en plus de l'assumer. Voilà. Et visiblement, eh bien, ce n'est pas supportable pour celles et ceux qui ont rédigé ces articles. En tout cas, ça ferait de Jean-Luc Mélenchon un homme politique à la dérive, alors qu'on voit bien que ce n'est pas le cas du tout. D'ailleurs, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que le journal du dimanche profite de l'occasion et publie un sondage censé étayer son propos, à savoir cette prétendue dérive qui inquiète. Et donc, le sondage est à choix multiples, bien sûr, et il pose la question. Alors, est-ce que Mélenchon vous inquiète? Est-ce que Mélenchon est honnête? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a la stature d'un président de la République? Et enfin, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est proche des considérations, des préoccupations du peuple français? Bon. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le même institut avait fait un sondage similaire le 23 octobre, c'est-à-dire il y a quelques mois. Là, on est aujourd'hui le 14 janvier, ça a été publié hier, donc le 13 janvier, donc le 23 octobre, il y en avait déjà un. Et évidemment, le journal du dimanche ne fait pas la comparaison des résultats qu'il a obtenus et publiés ce dimanche avec les résultats obtenus au mois d'octobre. Pourtant, c'est intéressant, puisque en fait, ce que nous annonce le journal du dimanche sans le vouloir, c'est la progression de Jean-Luc Mélenchon dans les enquêtes d'opinion. Puisque si vous comparez les chiffres du 23 octobre avec ceux du 14 janvier, eh bien, il y a 11 points de moins pour le Jean-Luc Mélenchon vous inquiète. C'est-à-dire il y a 11 points de moins de Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon les inquiète. Ils sont moins nombreux. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est honnête? Plus 10 points. Belle progression. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a la stature d'un président de la République? Plus 7 points. Et est-ce que Mélenchon est proche des préoccupations des Français? Plus 5 points. Autrement dit, le journal du dimanche confirme dans sa publication d'hier la progression de Jean-Luc Mélenchon. On imagine bien sûr que c'était l'intention des journalistes qui ont voulu publier ce sondage. Et puis ensuite, chose intéressante aussi, le journal du dimanche confirme dans son numéro d'hier que les Français sont une immense majorité à être d'accord avec la France insoumise, à savoir qu'ils ne veulent pas d'un rapprochement entre la France insoumise et le Front National. Voilà. Bon, est-ce qu'il y avait besoin d'un sondage pour vérifier ça? Bien évidemment, pour nous, il n'en est pas question, pour les Français non plus. Bon, on enfonce des portes ouvertes, mais après tout, si ça fait vendre du papier, vraisemblablement, ça semble être le plus important. Mais bon, ça me donne un peu l'ambiance de travail. Et puis, on a fini la semaine avec ce type de révélation absolument succulente. Voilà, chacun jugera ce qu'il en pense. Et du fait que dans la période, on peut considérer que Marine Le Pen est plutôt remise en selle dans beaucoup de médias, on l'observe, alors que Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois, comme c'est devenu l'habitude, et finalement on est tellement habitué à travailler dans cette ambiance d'adversité que ça ne nous inquiète plus. Mais on voit bien que cette façon finalement de pilonner Jean-Luc Mélenchon au moment où on remet en scène Marine Le Pen, peut-être que ça confirme mon intuition sur le fait qu'il y aurait bientôt des élections législatives anticipées après dissolution de l'Assemblée nationale et que dans cette perspective, eh bien, le pouvoir entend faire en sorte de recréer le duel entre Macron et Le Pen
qui lui a tellement réussi lors des élections présidentielles. Mais de tout cela, bien sûr, vous n'êtes pas dupes. Il nous reste beaucoup de travail, évidemment, mais comptez sur nous pour le mener et puis surtout, on compte sur vous pour le continuer avec nous. Voilà pour ce point politique de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt.